pour réussir cet exploit d'aujourd'hui. Je vais vous parler un peu du processus des techniques de logistique à l'international. J'ai apprécié l'invitation parce que c'est Fès, d'abord Fès, la capitale, avec toutes les dimensions que vous connaissez. J'en ai profité pour faire une petite visite à la ville, pour m'approvisionner. Et du coup, j'ai commencé à me dire, il y a l'approvisionnement, ça suppose un processus. Et donc, justement, j'en ai profité pour tracer un petit schéma. Et le monsieur à qui je me suis adressé pour acquérir un djellaba, j'ai commencé à réfléchir comment il a fait pour acquérir la matière première, pour gérer tout le flux, depuis le fournisseur jusqu'à chez lui, et pour me vendre le djellaba en fin de compte. Donc, c'est de la logistique internationale. Donc, on va imaginer qu'on a devant nous le monsieur, l'importateur, qui souhaite acquérir la matière première pour créer le produit fini qui est le djellaba. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? La première des choses, il va établir un bon de commande à son exportateur, un exportateur avec qui, au préalable, ils ont déjà fait un contrat. Donc, nous, on va se dire, la partie achat, c'est déjà fait. On a déjà contacté le fournisseur. On a déjà établi un contrat où il y a des incoterms, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs avec M. Monchi. Et c'est le moment de faire le bon de commande, puisqu'on a estimé qu'on a besoin d'acquérir maintenant la matière première pour alimenter notre stock. Donc on va établir un bon de commande et du coup, si le fournisseur est OK, il va faire la confirmation du bon de commande. Et donc là démarre notre processus. Donc il doit nous envoyer une facture pro forma sur la commande qu'on a faite. Une facture pro forma, c'est quoi? Ce n'est ni une facture, ni un devis. C'est une facture pour la forme, comme son nom l'indique. Et donc la facture pro forma, on va l'adresser à qui? À la banque, parce qu'on a besoin de financement. Donc on va s'adresser à la banque, et dans la facture pro forma, en principe, elle doit ressembler à la facture définitive. En principe. Bien qu'on peut accepter des petites variations. D'accord? Donc, pourquoi on va s'adresser à la banque? Parce que la banque va nous préparer des devises. On ne peut pas payer en dirham. Le dirham, c'est juste une monnaie. Ce n'est pas une devise. Je suis en amphi. D'accord? Donc, ils doivent nous préparer de l'argent. Alors, auparavant, on s'adressait à l'office d'échange. Maintenant, l'office d'échange a délégué ce métier auprès de la banque. Donc, il suffit de nous adresser à la banque. Et s'il est d'accord, si elle a des devises, ce qu'elle va nous faire, elle va nous donner un document pour signer. C'est l'engagement d'importation. Nous allons nous engager à utiliser les devises qu'elle va nous affecter pour importer de la matière première, objet de notre cours. N'oubliez pas, pour fabriquer le djellaba que je dois acquérir à la fin de cette séance. Donc je disais que, mais toujours soit-il, tout le processus, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Le monsieur, il est producteur. D'accord? Il est là pour produire le produit fini. Et du coup, il ne peut pas se charger lui-même d'acheminer la marchandise. Il va faire appel à un intermédiaire. Il y a des intermédiaires au niveau international qui vont intervenir dans tout le processus. D'accord? Donc, voilà. On va voir maintenant par la suite de ces intermédiaires leurs obligations. Mais toujours, soit-il l'exportateur, il fait la même chose. Avec la facture qu'il a envoyée, il va s'adresser à sa banque et lui dire, voilà, je vais exporter de la matière première et je vais réimporter les devises. Il est obligé de faire ça. Parce que l'échange, c'est un échange commercial à l'international, soit flux physique contre flux financier. Donc, pour parler de termes achat à l'international, les deux flux doivent exister en même temps. Le flux physique, c'est la matière première. La contrepartie, c'est les devises qu'il va il est obligé de les rapatrier. Une obligation de rapatrier les devises. Sinon, tu arrives, l'homme la salle. Donc ça, c'est des choses pertinentes. Ça, c'est les lois internationales. Ce n'est pas exclusif au Maroc. Sauf le cas où le Maroc, le dirham, n'est pas une devise. C'est bon. On est obligé d'avoir des devises et on est obligé d'avoir les devises qui sont cotées en banque. On ne peut pas utiliser d'autres devises. Donc les devises qui sont cotées en banque, on peut les utiliser pour faire la facture. Donc voilà, cet intermédiaire, qu'on appelle en anglais freight forwarder, qu'on appelle transitaire, d'accord? C'est la personne qui va se charger
et ces opérations, c'est l'intermédiaire qui va se charger. On va le considérer ce monsieur comme une agence de voyage. C'est l'agence de voyage, elle se charge des hommes, et lui, il se charge de la marchandise. Est-ce que l'agence de voyage, elle a des moyens de transport? Non, elle n'a rien. Elle a juste le téléphone. Il est juste intermédiaire entre les différents maillons de la chaîne logistique à l'international. Alors, l'exportateur, il va commencer à appeler son usine, à préparer la marchandise conformément aux exigences, conformément au bon de commande. Ça veut dire qu'il va commencer à partir de l'emballage, que ce soit emballage primaire, secondaire ou tertiaire. Il va réfléchir à tout ça. Ça doit être en principe dans toutes les clauses du contrat entre les deux. La nature d'emballage, en l'occurrence la taille, la forme, puis la quantité bien sûr, puis l'étiquetage. Vous savez, c'est très important d'avoir un étiquetage où l'écriture est écrite en langue qu'on comprend. Ça veut dire qu'on peut faire ça en anglais, en français, en arabe, mais chinois, impossible. Chinois, personne ne va vous comprendre. Il y a des lois concernant l'étiquetage. Qu'est-ce qu'il faut